Allons-y pour le deuxième exercice, un exercice d'étude de fonction, une fonction, une variable classique et une fonction à deux variables pour la suite. Première question, montrer que f est continu sur 0 plus l'infini, sachant que f est constitué entre guillemets de deux morceaux, TLN de t si t les différentes zéros et 0 en 0. Bon. Pas de problème. Montrer que f est continu sur 0 plus l'infini, eh bien il suffit d'étudier la limite lorsque t tend vers 0 de f de t. La limite quand t tend vers 0 de f de t, c'est la limite quand t tend vers 0 de t ln de t, qui vaut 0 par croissance comparée. Un argument de première année, sans aucune difficulté. Donc f est continu en 0. F est continu sur R étoile en tant que, c'était ln de t, hein, en tant que produit de fonction usuelle R plus étoile continue sur cet intervalle. Donc f est continu sur R+. Ça, c'est réglé. Deuxième question. Montrer que f est de classe C1 sur 0 ouvert plus l'infini et calculer f' de t. Bon, très bien. Hein. En fait, on aurait pu réutiliser la même chose. Hein. F est C1 sur R plus étoile en tant que produit de fonctions usuelles de classe C1 sur cet intervalle. Donc ça c'est la même chose, alors je ne vais pas encadrer tout ça, on va se contenter de souligner. Voilà, hop, hop, hop. Ensuite calculer f' de t, soit t appartenant à R plus étoile. F' de t est égal à 1 fois ln de t, plus t multiplié par 1 sur t, c'est-à-dire ln de t plus 1. Pour tout t appartenant à R plus étoile, f' de t est égal à 1 plus ln de t. Question là aussi terminée. Zéro difficulté, c'est une question que vous auriez pu avoir en terminale. Troisième question. Dresser le tableau de variation, on précisera la limite en plus l'infini. Bon bah, voilà, hein, soit t appartenant à R plus étoile. F' de t supérieur à 0 si et seulement si 1 plus ln de t positif, c'est-à-dire si on sait que ln de E vaut 1, si t est supérieur à E. D'où la limite en plus l'infini, alors de plus, la limite lorsque t tend vers plus l'infini de f de t, t ln de t, hein, plus l'infini, il y a zéro difficulté, donc je pense que c'est pas la peine de s'étendre sur le sujet. Ensuite, il nous faut dessiner notre tableau de variation. Donc on va avoir un changement dans le sens de variation en E. On est sur 0 plus l'infini. Avec au moins pour f', pas au moins, mais pour f', donc signe de f' de t. Ici, on va mettre t. Ici, nous avons une valeur interdite. Ici, c'est positif. Ici, c'est négatif. Ensuite, on va avoir quoi?
C'est pas E ici, c'est moins 1, donc c'est 1 sur E. Je trouvais ça étrange. De t supérieur à moins 1, donc t supérieur à 1 sur E. Donc ici les variations de F. Donc on va avoir une fonction qui est décroissante jusque en 1 sur E, et ensuite qui à partir de 1 sur E est croissante. Donc ici on a calculé, on a montré que F2 était continu en 0. En 1 sur E, on va avoir du 1 sur E multiplié par ln de 1 sur E, c'est-à-dire moins 1 sur E. Et en plus l'infini, on a plus l'infini. Quatrième question, montrer que f est convexe sur 0 plus l'infini. F est C2 sur R plus étoile pour les mêmes raisons qu'à la question E2. Je me donne un t dans R plus étoile. F seconde de t, la dérivée de 1 c'est 1, plus 1 sur t qui est strictement positif. Donc f est convexe sur R plus étoile. Il n'y a pas grand chose à dire pour cette question. On peut passer, on peut rajouter une page et passer à la question 5. Montrer que la courbe représentative admet une demi-tangente en 0 et préciser celle-ci. Ah, ça c'est intéressant. Pour avoir une demi-tangente, pourquoi il n'y a pas une tangente complète? Tout simplement c'est parce que f, entre guillemets, n'est pas défini en 0-. Il faut qu'on s'intéresse à la dérivabilité en 0. Intéressons-nous à la dérivabilité de f en 0. Alors je dis qu'il y a une demi-tangente, c'est parce que f n'est pas définie, c'est pas tout à fait ça. Bref, peu importe, il faut quand même s'intéresser à la dérivabilité de f en 0. On va s'intéresser donc à la limite du taux d'accroissement. Je m'intéresse au taux d'accroissement de f en 0, c'est-à-dire f de 0 plus h, moins f de 0 sur h, c'est-à-dire h ln de h sur h, puisque f de 0 égale 0, c'est-à-dire ln de h, qui tend vers moins l'infini lorsque h tend vers 0. Donc on n'a pas une dérivabilité, hein, donc f n'est pas dérivable en 0. Mais comme j'ai une limite infinie, je vais avoir une demi-tangente verticale, mais sa courbe admet une demi-tangente verticale, même dirigée vers le bas, hein. En 0. Exactement comme c'est le cas par exemple pour la fonction racine. Alors en fait on pourrait avoir une demi-tangente non verticale, mais alors ça c'est en fait c'est pas intéressant. Bref, pas dans le cas de cette fonction f, mais dans un autre cas. Déterminer les points d'intersection de gamma et l'axe des abscisses. Résolvons. F de t égale 0, c'est-à-dire eh bien t ln de t égale 0, ou alors t égale 0, ici avec t différent de 0, sinon le log n'existe pas. C'est-à-dire ln de t égale 0 ou
t égale 0, c'est-à-dire t égale 1 ou t égale 0. Donc la courbe gamma coupe l'axe des abscisses deux fois. À l'origine, t égale 0, et au point qui correspond à t égale 1, et forcément f de t qui vaut 0. Ça, c'est réglé aussi. Question C. Préciser la nature de la branche infinie de gamma. On a vu que, ici, on a la fonction qui tend vers plus l'infini. Bon. Alors, ça, l'étude des branches infinies, c'est quelque chose qui n'est pas au programme. Hein. C'était dans l'épreuve de 2012, je l'ai laissé. Mais il faut savoir que ça n'est pas au programme. Qu'est-ce qui peut se passer ? En fait, on voudrait savoir comment la fonction va tendre vers plus l'infini. On va s'intéresser à la limite, par exemple, lorsque t tend vers plus l'infini, de f de t sur t. F de t sur t, c'est ln de t qui tend vers plus l'infini. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que doucement, très doucement à cause de ln de t, la fonction va s'éloigner de toute droite. Donc on va avoir ce que l'on appelle une branche parabolique en fait, hein, en plus l'infini. C'est-à-dire que, alors comment dire ça avec des termes qui ne soient pas des termes qui ne soient pas trop éloignés du cours, la courbe gamma va s'éloigner doucement de toute tangente oblique. En plus l'infini. Si jamais on avait trouvé une limite finie, eh bien on aurait eu une tangente, une asymptote oblique. Donc on va croître plus vite qu'une on dit qu'il y a une branche parabolique. Question D. Tracer l'allure de la courbe. On admet que E-1 est compris entre 0,36 et 0,37. Bon, très bien. Alors, hop, on va essayer de faire ça comme vous pourriez le faire vous. Ce qui, avec ce genre d'outil, n'est pas forcément simple. Donc, on est en 0. Voyons voir notre tableau de variation. En 1 sur E, donc 0,3, 0,4. On va avoir ici, on va mettre 1 là. À peu près là. Donc ici, on va avoir à peu près 1 sur E ici. Et je ne sais plus quelle était la valeur. Je crois que c'était moins 1 sur E. Hein. C'est ça, moins 1 sur E. Donc quelque chose à peu près ici. À peu près. Hein. Moins 1 sur E. Et donc là, on a une tangente. C'est un peu plus épais. On a une tangente horizontale, hein, puisque ça correspond à f' qui vaut 0. À l'origine, nous avons une demi-tangente verticale orientée vers le bas, on a dit. On pourrait s'intéresser à ce qui se passe en 1. Ce qui se passe en 1, hop, ici en 1, vous avez f' de 1 qui est égal à 1 plus ln de 1 qui vaut 1. Donc là, vous avez une tangente qui va être comme ceci. Alors pourquoi comme ceci, hein? Parce que 1, ici, j'ai pris à peu près la même échelle en abscisse qu'en ordonnée. Et votre courbe, elle va suivre toutes ces tangentes.
et en plus, elle doit être convexe, c'est-à-dire qu'elle doit être toujours au-dessus de cette tangente, ce qui est bien ce qui va se passer. Hein. Alors, c'est pas forcément facile. Voilà l'allure de la courbe. Bon, ici, j'aurais pu la faire un petit peu mieux, je pense. Voilà pour cette première partie. Partie 2. L'étude d'une fonction de deux variables. Question 1. Calculer les dérivées partielles premières de f en tout x. Bon, très bien. Je me donne un couple xy. Est-ce que... dans 0 plus l'infini. On peut déjà remarquer que la fonction qui a x associe ln de x sur y plus ln de y sur x est dérivable sur R plus étoile, et ce, pour tout y appartenant à R plus étoile. Si je fixe le y, je peux dériver sur R plus étoile. De même, la fonction qui a y associe ln de x sur y plus ln de y sur x l'est aussi. Ce qui va me permettre de calculer mes dérivées. Donc je peux me donner x, y appartenant à R plus étoile au carré, et ma dérivée partielle d'ordre 1 par rapport à la première variable de ma fonction f, c'est grand F, elle s'appelle celle-ci, en xy est égale à 1 sur y multiplié par la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, plus ln de y multiplié par la dérivée de 1 sur x, qui vaut moins 1 sur x carré. C'est-à-dire que l'on va avoir 1 sur xy moins ln de y sur x carré. Et ça, c'est d1f en xy. La dérivée par rapport à la deuxième variable. Par rapport à la deuxième variable, donc on va avoir du ln de x multiplié par moins 1 sur y carré plus 1 sur x multiplié par 1 sur y, c'est-à-dire 1 sur xy moins ln de x sur y carré. Et ça, c'est ma dérivée par rapport à la deuxième variable. C'est réglé. Montrer que EE est un point critique de f. F de EE. Ça ne va pas vraiment nous intéresser, mais plutôt D1F en EE. Mais qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 1 sur E carré moins ln de E sur E carré, c'est-à-dire 1 moins 1 sur E carré, c'est-à-dire 0. La dérivée seconde de f en EE, on se rend compte qu'on va avoir exactement la même chose. 1 sur E carré moins ln de E sur E carré vaut 0. Donc EE est bien un point critique de f. C'est terminé pour cette question. Troisième question. Déterminer les dérivées partielles de f en tout x, y. Est-ce que f admet un extrémum local? Bon. Eh bien, on peut remarquer que d1f de xy, d1f admet des dérivées partielles d'ordre 1 en fait, pour tout x, y appartenant à R plus étoile
au carré, de même pour d de f. Je vais donc me donner un xy dans R plus étoile au carré, et je vais m'intéresser à la dérivée d'ordre 2 par rapport à la première et à la première de f en xy, ce qui va me donner, donc j'avais 1 sur xy, c'est-à-dire que je vais avoir 1 sur y multiplié par moins 1 sur x carré, et j'avais moins ln de y sur x carré, je vais avoir moins ln de y multiplié par la dérivée de 1 sur x carré, c'est-à-dire de x à la puissance moins 2, moins 2x à la puissance moins 3, c'est-à-dire que l'on va avoir moins 1 sur x carré y, plus 2 ln de y sur x cube. Voilà, on va s'intéresser maintenant à la dérivée d'ordre 2 de f en xy. Et si on regarde bien, en fait, on va avoir le même genre de choses. On va avoir le même genre de choses. Le 1 sur xy qui va donc nous donner du moins 1 sur xy2 plus 2 ln de x sur y au cube. Et puis, les dérivées partielles, donc je vais faire de 1 pour commencer. Donc ça veut dire que j'ai dérivé d'abord par rapport à la première variable, puis par rapport à la deuxième. Donc si je reprends ma fonction qui est ici, que je dérive par rapport à y cette fois, donc je vais avoir du 1 sur x moins 1 sur x y carré. Et pour la deuxième partie, je vais avoir du moins 1 sur x carré multiplié par 1 sur y, donc moins 1 sur x carré y. Et puis, si je calcule ma dérivée partielle de 1 de f en xy, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir du 1 sur yx carré, alors moins 1 sur yx carré, moins l'autre morceau qui nous donnera du 1 sur xy carré. C'est-à-dire que je trouve la même chose, hein, j'aurais pu montrer que la fonction était de classe C2. Tout ça, ça va nous permettre d'écrire la matrice hessienne. C'est grand F en EE, puisque dans un autre point ça ne nous intéresse pas. Donc la dérivée partielle ici en EE, je vais avoir 1 sur E au cube plus 2 sur E au cube. Donc moins 1 sur E au cube plus 2, je vais avoir 1 sur E au cube. Celle-ci, je vais avoir la même chose en fait, hein, 1 sur E au cube. Et ici, j'ai moins 1 sur E au cube, moins 1 sur E au cube, donc moins 2 sur E au cube. Et ici, j'ai la même chose. Maintenant, il nous faut les valeurs propres de cette matrice. On doit chercher les valeurs propres de cette matrice que je propose d'appeler A. Si on se donne une valeur propre de A, alors on a le déterminant de A moins lambda fois l'identité qui doit être égal à 0, c'est-à-dire que 1 sur E au cube moins lambda multiplié par 1 sur E au cube moins lambda moins, moins 2 sur exponentielle de 3 au carré qui vaut 0, c'est-à-dire, j'aurais pu aller plus vite, 1 sur E au cube moins lambda au carré moins 2 sur E au cube au carré, hein, puisque un nombre au carré et son opposé au carré sont égaux. Petite factorisation, donc on va avoir 1 sur E au cube moins lambda moins 2 sur E au cube, facteur de 1 sur E au cube moins lambda plus 2 sur E au cube égale 0, c'est-à-dire moins 1 sur E au cube moins lambda facteur de 3 sur E au cube moins lambda qui est égal à 0, on y est presque,
c'est-à-dire lambda est égal à 3 sur e au cube positif, ou lambda est égal à moins 1 sur e au cube, qui est négatif. Donc A a deux valeurs propres distinctes, mais de signes opposés. Donc F admet un point colle en EE. F n'admet pas d'extrémum. F n'y admet donc pas. D'extrémum. Et je crois qu'on a terminé pour cette question. On a terminé également pour la partie et même l'exercice dans son intégralité.